Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent l'honorable Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun. Il est membre du CNT et président de l'Alliance pour la refondation du Mali, 8 membres du CNT et président de comparution devant les grands jurys. Je vois que c'est Abdelman qui me perturbe un peu dans ma présentation. Merci à tous, tous les plaisirs est pour moi et bonsoir à ceux qui nous suivent en ce moment. Avec moi donc pour vous interroger, Laya Diarra, il est journaliste au Soir de Bamako. Bonsoir M. Diarra. Bonsoir Barou. Abdraman Keïta, il est directeur de publication du journal Le Témoin. Bonsoir Keïta. Bonsoir. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. À la technique déjà, je vois Sira Kamara et Sedina Oumar Keïta, l'enfant de Bougouni et de Kita. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les Grands Jurys. Honorable, votre regard sur la composition du jury? D'abord, encore une fois, merci. Je crois que le jury est à 75% connu. En tout cas, nous nous sommes déjà rencontrés. Oui. Je pense que le débat sera un débat vraiment très franc et très sincère, avec beaucoup de vérité. Et ce serait sans tabou, quoi. Contrairement à vos habitudes, je vois que vous avez l'air très grave ce soir. Bon, on verra. D'accord. Monsieur Diarra, Ouais, vos attentes? Barou, en face de moi, j'ai un homme qui est bien connu du public, qui est quand même habitué des plateaux, qu'on a vu sur le terrain se battre sous plusieurs casquettes. Aujourd'hui, avec vraiment la situation du pays et les enjeux qui se présentent à la nation, et au regard aussi de ses responsabilités dans les différentes entités qui l'animent, moi je crois que c'est une occasion extraordinaire pour lui et pour le peuple malien, les téléspectateurs qui nous suivent, de savoir en tout cas ce qu'il fait et surtout dans le cadre de son soutien aux autorités actuelles, à la transition, parce qu'il est membre du CNT. Et je crois qu'on l'a vu sur le terrain se battre pour mettre en place des structures, signer des accords politiques. Et bon, d'aucuns le qualifient de opportuniste, mais il va se défendre ici pour démontrer qu'il est opportuniste ou qu'il saisit des opportunités. Moi, je crois que c'est l'occasion pour lui de s'expliquer aux Maliens. Ce n'est pas la première fois. Moi, je crois que c'est une occasion de plus. J'imagine que l'accusé est aussi en train de vous découvrir, vous aussi, pour la première fois, n'est-ce pas, honorable? Tout à fait, oui. D'accord. Keïta? Ouais, bon. Ça fait plusieurs fois qu'on a reçu l'honorable ici. Nous avons un invité qui a une histoire. Il a une histoire non seulement devant le jury, il a aussi une histoire dans le Mali. Et il a été un acteur qui a joué des grands rôles. Oui. Et je pense que c'est à ce titre qu'il est présent ici pour répondre des questions qu'on va lui poser. Il a déjà donné le temps. Premier signataire de l'accord. Il a déjà donné le temps en disant qu'il est venu pour dire la vérité. Et que voilà, on peut tout lui reprocher sauf qu'il ne s'assume pas. Vraiment, c'est quand même un homme dans ce choix qui s'est souvent assumé, peut-être à tort ou à raison, mais il s'assume quand même. Et vous avez signalé son air grave, cela ne m'étonne pas. C'est parce que il avait quitté ici la dernière fois sur un goût d'inachevé, avec une décision un peu nuancée. Et le connaissant, je sais qu'il est parti renforcer sa carapace pour revenir faire face aujourd'hui au grand jury. Donc on est là nous aussi pour l'accueillir, il n'y a pas de problème. On est peut-être dans la même dynamique. Okay. Et ce qu'on dira aussi, notre comportement va dépendre aussi de la façon dont il va lui-même se comporter. D'accord. Voilà.
On va aborder l'actualité, bien sûr, avec l'invité. Déjà, j'ai envie de... Je pense que Laya Diarra a déjà des questions préjudicielles à poser. Certainement. Oui. Vous parlez d'opportunisme, vous saisir Oui, des parce opportunités. que au départ, je crois que en remontant un peu dans l'histoire, on se rappelle qu'il s'était signalé vers les années 2012 comme membre de la société civile de l'Azawad à Gao. Plus tard, on a vu signer l'accord avec le mouvement de l'inclusivité. Après tout ça, on l'a vu encore dans d'autres organisations. Et j'ai envie de demander à M. Haïdara, qu'est-ce qui le motive dans ce choix? Et surtout, aujourd'hui, sous cette transition où il excelle dans les actions, des actions de soutien. Et d'aucuns même disent qu'il fait du gel. Qu'est-ce que vous soupçonnez, vous aussi, certainement, pour être un peu plus précis? Qu'est-ce que vous lui soupçonnez? Non, ma question est claire. Oui. Qu'est-ce qui le motive dans ses choix? Parce qu'on l'a vu de l'autre côté hier. Aujourd'hui, il est engagé dans la patrie. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qui le motive surtout dans ses choix et surtout politique? D'accord. Honorable, vous avez la parole. Bien, merci. Sauf que comme à l'accoutumée, Oui. il y a toujours des questions qui se situent en dehors du thème pour lequel nous sommes invités. Mais comme il s'agit d'édifier une certaine opinion, comme on dit, la pédagogie à force de répétition, je crois que nous sommes revenus plusieurs fois sur plusieurs plateaux sur ces questions. Même ici, justement. Voilà, même ici. Donc je crois qu'il faut... Ce n'est pas des camps que je rejoins. J'ai toujours choisi le camp Mali. Pour la petite histoire, quand vous parlez des sociétés civiles de l'Azawad, essayez de vous souvenir un peu du contexte. Vous êtes dans une situation où le Mali a été divisé de fait. De fait, une partie était occupée par les narcotrafiquants, les terroristes et puis les séparatistes. Je n'étais pas avec eux. Et moi, j'étais à Ouagadougou, à l'époque en train d'observer. Donc c'est dans cette situation où mon pays a été divisé par un agenda criminel que je me suis inscrit dans un camp pour jouer ma partition jusqu'à ce que j'ai contribué à ressouder mon pays en signant les accords le 15 mai. Ça a été un processus de haut et de bas. On ne pourrait pas étaler tout ici. Mais ce qu'il faut comprendre, qu'à chaque fois, mon choix n'a pas été le choix d'un camp, mais celui du Mali. Et souvent, ça m'a coûté beaucoup de choses. Et ça nous coûte toujours des choses, mais on avance tant qu'il s'agit du Mali. Ok, allez-y Keïta. Oui, effectivement, comme vous l'avez fait, nous allons évoluer. Vous l'avez présenté ici comme le premier signateur de l'accord. Et c'est vrai, aujourd'hui, on peut dire que tout cela a été un gâchis, puisque l'accord est mort de sa propre mort, avec tout ce que vous avez fait comme effort, avec les organes auxquels vous avez participé. Surtout là, il a été remplacé pratiquement par un processus qui a atteint aujourd'hui le stade de l'élaboration d'une charte. De quel crédit, du moins de quelle vertu vous créditez ce processus-là quand on sait que les vrais acteurs, les protagonistes de la paix, les protagonistes de la guerre sont absents de ce processus-là? Vous, effectivement, sont absents. Vous, je vous interpelle particulièrement parce que vous êtes particulièrement battu pour l'inclusivité des mouvements, pour l'inclusivité de votre mouvement dans les processus de paix. Vous savez, dans chaque situation, il faut situer un peu le cadre et le contexte. Allez-y. L'accord d'Alger, lorsqu'il intervenait, le Mali était dans une situation où le Mali n'était pas sous contrôle de lui-même. Il y avait beaucoup d'ingérence. Le Mali était sous domination de l'impérialisme, de la France-Afrique et de tout le reste. Donc cet accord qui a eu lieu, dit d'accord d'Alger, c'était le moindre mal en son temps. Mais tout le monde était conscient que ce n'était pas tellement la solution pour un État qui veut s'assumer. Parce qu'on ne pouvait pas nous assumer avec toutes ces interférences, ces ingérences qui sont intervenues le long du processus et qui ont contribué à ne jamais voir cet accord
être appliquée dans ces aspects qui peuvent profiter aux populations. Finalement, le résultat est connu. Le contexte a changé, le système a changé. Le Mali a pris ses responsabilités avec la révolution de 2016-2017. Et aujourd'hui, c'est un nouveau Mali qui se met en place. Donc le nouveau Mali est en train de nettoyer, de déblayer, de sortir tous les yeux extérieurs, tous les avis extérieurs pour s'assumer en tant qu'État souverain, simplement avec ses amis, comme on dit, le dit souvent, les amis sincères. Donc c'est dans ce cadre que cette décision de rendre caduc l'accord d'Alger qui était inapplicable à cause de toutes ces ingérences, à cause de tous ces intérêts multiples de plusieurs puissances, c'était trop pour le Mali seulement. Le Mali est devenu le théâtre de beaucoup d'intérêts géostratégiques, géopolitiques. Chacun, les 5 continents étaient là. Donc c'était très difficile pour le Mali. C'était très difficile pour le Mali de jouer la seule partition de ses propres intérêts, alors que c'est ce qui devait se faire. Maintenant, avec le nouveau contexte, les 3 principes édictés qui sont désormais constitutionnalisés, il va falloir avoir un nouveau regard. D'abord, à l'interne, quels sont ceux qui sont parmi nous et qu'est-ce qu'ils font chez nous. Oui, mais est-ce que le processus, c'est que la question, est-ce que le processus, selon vous-même, je crois que je vais arriver. Non, on peut vous reprocher. Tout ce que vous dites de l'accord, on peut quand même vous rappeler que vous avez été quand même le premier à le signer. Quand les autres ne voulaient pas. Vous étiez le premier à sauter sur l'accord. Donc on ne peut être étonné de vous entendre parler de l'accord de la sorte aujourd'hui. Alors que vous êtes battu pour être inclus dans le processus d'accord, ça c'est dingue. Et avant même ça, vous étiez le premier lorsque les autres étaient encore réticents à signer cet accord. Qu'à cela ne tienne, ce qu'on veut savoir, est-ce qu'il y a une chance d'obtenir cette paix-là qu'on cherche? Est-ce qu'il y a une chance que cette charte-là prospère un jour si on n'a pas les principaux protagonistes, ce qu'on est en train de vous dire? D'accord. Peut-être qu'Abdraman, c'était mieux de ne pas m'interrompre. Okay. Parce que si on ne fait pas un minimum d'historique, il ne sert à rien de rentrer directement dans le sujet. L'historique est en fait... L'histoire est extrêmement importante. Okay. Et je n'ai même pas terminé ce résumé. Allez-y. Je voudrais tout simplement dire que nous sommes dans un contexte... Sachez aussi que le temps est contre nous. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui pour lesquels il n'y a d'autre alternative que de rendre cet accord caduc et nous le soutenons. Nous soutenons cette disposition. Mais ce n'est pas là le problème. Ne m'interrompez pas s'il vous plaît. Si c'est un débat, laissez-moi. Alors, ce dialogue intermalien qui a été décidé par les plus hautes autorités, notamment les chefs de l'État, en lieu et place de cet accord caduc aujourd'hui, n'exclut personne parce qu'il a été dit qu'il est ouvert à tout le monde, même les terroristes. Alors, je ne crois pas qu'il y a un langage plus clair que celui-là. Maintenant, s'il y a des acteurs qui soient politiques ou qui soient terroristes, d'un côté, qui décident de s'abstenir, parce que tout simplement, ils attendent les anciennes habitudes, les anciennes pratiques, c'est-à-dire aller chercher la prime à la violence, signer des accords bidons, parce que des gens sont des armes, ils tuent des innocents, ils ont brûlé des bateaux, il faut leur signer un accord, recevoir des gros turbans, ainsi de suite ici. Les gens sont dans ces habitudes. Je crois que le Mali... Dans ces Malikoura, ces choses ne sont plus possibles. La porte est ouverte, nul n'est exclu. Mais vous avez vu même des terroristes pratiquer la reddition. Ils ont été accueillis. Ils ont été. Oui. Non, il faut rétablir la vérité. On peut dire qu'une porte est ouverte lorsque les gens, les protagonistes dont je vous parle, sont pour la plupart l'objet de poursuites. Et ils ne pouvaient pas comment. Il ne faut pas mettre la charrue. Écoutez, il faut pas. C'est une façon d'ouvrir une porte. Il faut pas. Quand même. On revient toujours aux anciens débats. Il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Lorsque une porte de dialogue est ouverte et que vous savez que de l'autre côté vous faites l'objet de poursuites, pour qu'on retire les poursuites de votre côté, la porte est ouverte. Donnez un signe de bonne foi. Oui, mais bon, non, somme toute. Écoutez, ils n'ont pas donné signe de bonne foi. Ils ne sont pas là dans le processus n'est pas là. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de ça. La question de fond, c'est de savoir si on parvenait à écrire une charte pour la paix dans ces contextes. Ça a une chance de réussir sans eux quand même. Est-ce qu'elle serait inclusive? Le problème, je vais vous dire une chose. On va du principe que personne ne prendra le Mali en otage. Le dialogue intermalien a été ouvert à tous les acteurs. Il y a eu les débats ouverts. Donc vous convenez que la paix sera imposée?
Mais la paix sera imposée par le peuple malien. D'accord, qui allez-y, participe allez-y, par Laya. le peuple malien qui est le Allez-y, souverain. Laya. Haïdara, Sous le même Est-ce que- chapitre, est-ce que hein, nul sous le n'a même le chapitre, monopole Laya. Haïdara, d'avoir à lui seul la vérité. Haïdara, L'État du Mali est géré. D'accord. Il y a un peuple qui joue sa partition. C'est lui qui fait les choix délibérés de ne pas s'inscrire dans une dynamique de construction de la paix. C'est son problème à lui. Il ne va D'accord. pas prendre les pays en Ouais, otage. Allez-y. Mais êtes jusqu'à quand même- preuve du contraire, même demain, la porte reste ouverte D'accord. pour ceux qui veulent s'inscrire dans la dynamique de la construction de la paix et de la réconciliation nationale. Ok. Personne n'est isolé, personne n'est écarté. Allez-y, merci Diarra. Haïdara. Je Moi, vous ce en que je prie, voudrais savoir avec vous, ça a été évoqué ici, vous êtes quand même le premier signataire donc, mouvement de l'inclusivité. Aujourd'hui, l'accord est jeté à la poubelle, l'APR. Et en signant l'accord, parce que vous aviez des attentes. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'avenir ou comment vous préparez l'avenir, en tout cas, de vos composantes? D'abord, à travers le département du ministère de la Réconciliation, tous les documents qui ont été des documents juridiques qui ont été élaborés dans le cadre de cet accord désormais caduc sont en train d'être abrogés. Parce que ces documents donnent des rôles à des acteurs que nous ne maîtrisons pas. Une médiation internationale qui n'est pas objective, qui manque de neutralité. Et beaucoup d'autres parties à l'accord qui ne sont pas objectifs, mais qui sont manipulés par d'autres. Donc ces décrets, ces documents juridiques sont en train d'être abrogés. En lieu et place, il y aura des documents, d'autres documents juridiques, totalement sous la souveraineté de l'État du Mali, qui est le seul normalement coordinateur du processus de paix. Pour un État en tout cas souverain que nous sommes aujourd'hui. Donc voilà un peu ce processus qui va donner des débouchés sur votre question. Ces composants-là seront appelés à inscrire leur action dans ce processus. Si c'est des gens qui disposent des armes, ils vont être désarmés, ils vont être intégrés au resserré. Si c'est des villages qui aspirent à un développement, si c'est des gens qui... Ça aussi, c'est prévu. Et nous sommes dans un découpage territorial en pleine mise en œuvre aujourd'hui, à travers la nomination de plusieurs sous-préfets. Ce découpage territorial également fait partie des dividendes de ce processus de paix. Parce qu'il faut créer tous les cadres de participation. Les dividendes de l'accord. Tout à fait. Voilà. Les dividendes de l'accord, mais Voilà. il faut se rappeler que c'est surtout les dividendes de notre décentralisation. Donc l'accord en réalité a repris textuellement la décentralisation malienne qu'il faut vraiment aller en profondeur D'accord. avec plusieurs régions Donc créées. vous, voulez, Keïta, s'il vous plaît. donc vous n'avez pas désarmé. Keïta, on va- Votre mouvement n'a pas encore désarmé. Malgré que l'accord soit dans la poubelle, ce qu'il vient de dire. C'est comme tous les autres Ouais, mouvements. votre mouvement n'a pas encore désarmé. Vraiment, les armes de mon mouvement ne constituent pas un danger pour toi. Tu peux les prendre demain. Si tu es l'État du Mali, tu en fais ce que tu veux. Quoi, moi, je suis un Malien. On veut des armées pour les citoyens maliens. Je ne dis pas, ça constitue un danger sur Ça moi. fait au moins 10 fois. Moi, je considère- Ça fait au moins 10 fois que tu me ramènes cette Mais c'est clair, mais c'est une évidence. C'est une Ils question sont qui est à la là. disposition C'est de une question l'État qui est du là. Mali. Si l'accord est caduc, Ouais, je donc te- vraiment, je te mets les à armes l'aise. devraient être caduques. Je te mets à l'aise en tant qu'acteur du processus de paix et de réconciliation, signataire de l'accord, disposant donc... Signataire de l'accord, qui est Est-ce que- caduc, ouais. Oui, tout à fait. Yeah. Les enfants pour te mettre à l'aise, ces armes sont à la disposition de l'État du Mali. S'ils décident de les brûler demain, ils seront brûlés. Ah bon, voilà. Donc c'est On- c'est- on- Ça fait Donc c'est la fini. 10e fois que tu poses cette Mais c'est question. clair, on Honorable, verra ok, honorable, s'il Le vous fond. plaît. Keïta, s'il vous plaît, nous sommes en phase de la rédaction de l'avant-projet, bien sûr, de cette charte. Vous êtes le président du mouvement de l'inclusivité. Quelles sont les principales recettes que vous comptez verser dans les débats pour un retour de la paix et la réconciliation au Mali? Bon, vous savez, d'abord, il n'y a pas de recette magique. Ce qui est important, Peut-être vous allez vous approcher au micro. il n'y a pas de recette magique. Ce qui est important, que le chef de l'État a répondu à une des recommandations phares du dialogue intermalien, qui a demandé de doter notre pays d'une charte pour la paix, la sécurité, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Donc c'est nanti de cette disposition du dialogue intermalien que le président a pris la décision, le décret, de nommer un comité pour élaborer cette charte. Et c'est un avant-projet de charte que ce comité est en train d'élaborer. Ils ont 2 mois pour le faire. Ils sont en pleine consultation et concertation avec l'ensemble des forces vives de la nation pour arriver à quelque chose et puis produire un rapport et un projet d'avant-projet de charte à soumettre au chef de l'État. Donc voilà le travail. Donc j'ai dit, il n'y a pas de recette magique. Donc c'est du débat de l'ensemble des forces vives par rapport à ces thématiques qui va jaillir le contenu de cette charte. Ce qu'il faut relever par rapport à cette charte, c'est qu'elle intervient dans un contexte où les Maliens n'ont pas la langue entravée.
il n'y a pas d'interférence extérieure, il n'y a pas d'ingérence, il n'y a pas quelqu'un qui vous dicte les mots. Vous êtes face au Mali, au problème du Mali. En tant que Malien, vous avez la possibilité de proposer des solutions et de les écrire. Sans interférence, sans que quelqu'un ne vous dise enlevez ça ou autre chose. Ou bien sans que quelqu'un ne vous dise demain on va changer votre système de gouvernance. C'est en toute souveraineté. Ça, c'est extrêmement important et c'est la première fois que ça arrive dans notre pays. Par le passé, un président qui décide d'engager un tel processus, soyez sûr que les mois prochains, il y aura un coup d'État des impérialistes contre lui. Ça, c'est sûr. Honorable, certains acteurs majeurs de la classe politique malienne ne vont pas participer à ces échanges parce que simplement, ils ont été arrêtés il y a quelques semaines pour avoir certainement violé le décret portant interdiction des activités politiques. Est-ce que vous pensez qu'on doit faire un clin d'œil à ces personnes-là pour qu'elles puissent participer pleinement à l'élaboration de cette charte? Je pense que la justice fait son travail, elle sait ce qu'elle a à faire, c'est son travail. Elle n'interfère pas sur cette question. Tout ce que je sais, c'est que c'est légitime. S'ils demandent que leurs représentants soient libérés, c'est normal et c'est légitime dans tout groupe, dans tout sous-groupe, c'est tout à fait normal. Mais ce que je vais dire tout simplement que ce n'est pas une raison aujourd'hui de ne pas participer à un processus de construction du Mali. La justice fera son travail, elle le fera correctement. D'accord. Keïta? Oui, mais vous êtes quand même aussi un acteur politique. Vous connaissez quelque part un peu aussi, et puis je reviens sur la même question. En réalité, tout le processus est vicié par cette histoire d'inclusivité, alors que lui-même, il a toujours défendu l'inclusivité. Aujourd'hui, on le voit un peu cracher sur l'inclusivité simplement parce qu'il ne s'agit plus de lui. Il s'agit d'autres personnes. Sinon, à un premier stade, les protagonistes de la paix qu'on connaît, bien de la guerre, n'ont pas participé. À un second stade qui est l'élaboration de la charte aussi, des pans entiers de la classe politique sont en train de faire défaut au processus, mais vous continuez quand même à le soutenir. Vous êtes quand même un acteur politique. Et vous savez que ces gens ont soulevé quand même des vices de forme dans les procédures qui les ont conduits en prison. Et ces vices-là, jusqu'à présent, n'ont pas été levés. On ne connaît pas, on ne sait pas comment saisir cette histoire-là. Les vices n'ont pas été levés. Pourquoi? Puisque leur plainte n'a pas été jugée au niveau de la Cour suprême. Pour qu'on sache si réellement le décret qui est en train d'avoir cette conséquence-là était un bon décret, oui ou non. Vous, en tant qu'acteur politique, qu'est-ce que vous pensez de cela? Puisque ce décret-là peut récidiver à n'importe quel moment. Tant que les équivoques qui l'entourent n'auront pas été levés. Peut-être son regard déjà sur l'abrogation du décret. Ouais. Bon, vous savez, comme je l'ai dit, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'on ne défend plus l'inclusivité. L'inclusivité aujourd'hui, c'est le mot phare. Oui, mais ce n'est plus un principe. Alors, maintenant, si vous allez confondre l'inclusivité à des comportements de personnes qui ont outrepassé leurs prérogatives, parce qu'il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, le Mali, le Mali a les moyens de savoir ce qu'il veut savoir. C'est pourquoi j'ai dit, le dossier étant judiciarisé, je préfère qu'on ne fasse pas un débat. Je fais confiance à la justice. Le Mali a les moyens de savoir ce qu'il veut savoir aujourd'hui. Personne ne peut se cacher pour taper dans le dos du pays. Ce n'est pas possible. Il faut que les Maliens comprennent qu'ils se ressaisissent. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, se cacher pour taper dans le dos? Mais c'est ça, quand les gens se cachent dans des petits, lobbies, dans des petits noyaux, des petits coins pour discuter de la vie d'un État au point de tenter de les déstabiliser et que l'État a les moyens d'apporter les preuves, nous sommes qui pour interférer là-dedans? L'État joue son rôle de préserver déstabiliser l'État. Oui, mais c'est l'un des chefs d'accusation. Il ne parle même pas de présomption de déstabilisation. Non, écoutez. Ça veut dire qu'en réalité, pour lui, c'est déjà effectif. Écoutez, vous allez comprendre comme vous voulez comprendre. Moi, je vous dis ce que vous avez entendu. C'est ce que je répète ici. Mais pas moi, c'est moi qui ai entendu. Donc, j'ai dit, les dossiers étant judiciarisés, il ne vous appartient pas de nous immiscer là-dedans. Mais tout ce que j'ajoute et je le maintiens, il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, le Mali a les moyens de savoir ce qu'il veut savoir. Donc, s'ils ont été accusés ou poursuivis, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a raison à cela et nous sommes derrière notre justice. Nous parlons dans le cadre de la présomption d'innocence, bien sûr. Bon, là, je crois que ce n'est même pas un sujet. Toujours dans le cadre politique, vous êtes quand même un acteur politique. Et Abdraman l'a évoqué ici, à travers votre mouvement, Arema. Vous êtes aussi l'un des premiers acteurs à se réjouir de la suspension des activités des partis politiques. À travers déjà cette démarche, vous avez choisi un camp pour
combattre les politiques. Bon, vous savez, quand on est président d'un parti politique, il faut avoir une capacité d'analyse, il faut avoir de la cohérence et de la constance. Nous sommes les artisans et voire les acteurs du processus de refondation de Malikoura. Donc ça suppose quoi? Ça veut dire que nous constituons aujourd'hui le soutien populaire de ces autorités-là. Alors quand les autorités prennent une décision, nous pensons à l'avance qu'elles ont tous les éléments, toutes les preuves qu'une décision pareille est salutaire pour la nation. On ne peut que la soutenir. Il faut rester cohérent. Il faut rester cohérent. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes la force populaire derrière ces autorités. Donc nous avons l'obligation de soutenir leurs actions, donc on ne peut pas faire autrement. Je crois que partout au monde, ça ne se fait pas de cette façon, autrement que ça. D'accord. Donc vous comprenez la position et on la maintient. Nous avons été tentés. Vous savez, l'endroit du chef de l'État, on a été tentés. Nos militants nous ont mis la pression pour les célébrer, pour les fêter. On a même prévu des grandes vidéos à faire passer. Mais nous avons attendu jusqu'au 6 à 0 heure. La mesure n'a pas été levée. Donc on est resté silencieux. C'est ça aussi les citoyens. C'est ça le devoir civique. Il faut observer les décisions de l'État. Allez-y, Keïta. Oui, mais vous pensez effectivement que les décisions, même quand elles sont injustes, vous pensez que il n'y a jamais d'erreur chez les autorités que vous, seulement parce que vous les choisissez, et que dans toutes les conditions, devant toutes les possibles injustices, alors même que nous sommes dans un état de droit, où l'État même est injusticiable, qu'il faut soutenir des autorités. Vous savez, il n'y a jamais de décision soutenue à l'unanimité, ça n'existe pas. Non, on ne parle pas de l'unanimité. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas aller sur le terrain. Vous êtes dans le soutien inconditionnel. Vous êtes entré dans des jugements. Non, c'est pas un jugement. Vous dites que c'est injuste. Vous avez tranché. Non, je n'ai pas dit que c'est injuste. J'ai dit que les gens pensent que c'est injuste. Je n'ai pas dit que c'est injuste. Bon, laissez-les penser. Nous ne pensons pas que c'est injuste. Nous ne pensons pas que c'est juste. Tout ce que nous savons, il n'y a pas que ça. Une décision l'ensemble ne des fait décisions jamais prises, l'unanimité. l'ensemble des décisions prises, l'ensemble des décisions, quel que soit ce que vous venez de nous dire ici, quelles que soient les autorités, à partir du moment où vous les soutenez, vous allez aveuglement, même si c'est contre le mur, là où ces autorités que vous soutenez vous mènent. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non, je suis désolé. Et pour appuyer dans le même sens qu'Adraman, nous faisons partie, je termine là, nous faisons partie des rares acteurs qui défendent avec argument. Si nous soutenons, ça veut dire que nous avons les raisons de le faire. Et je crois que ça a été toujours comme ça depuis 2012 que je me suis intéressé à la gestion de mon pays. Nous n'avons jamais été, s'il vous plaît, à ce niveau, bloqués pour quoi que ce soit pour dire ce que nous pensons d'une situation. Même sous les régimes. Vos raisons, par exemple, de soutenir l'accord se sont écroulées à partir du moment où l'accord est devenu caduc. C'est comme si vous dites qu'au régime que vous avez soutenu jusqu'à mort, le régime de Ibika, avait tort de le faire. Qui avait soutenu on déplace le curseur. Parce qu'il faut qui avait soutenu un régime quelconque? Moi, j'ai jamais soutenu un régime quelconque, moi. On déplace le curseur. Ah là, vous passez à côté. On va l'enlever sur moi, moi, on l'amène sur les autres. J'ai jamais soutenu un régime quelconque. On va essayer d'évoluer, allez-y. Dans le même sens qu'Abdraman, Bon, on avance. vous soutenez, d'accord, mais on vous a vu vous réjouir du retrait de la CEDEAO, de l'avènement de l'AES et du retrait de la CEDEAO. En tant que membre de l'organe législatif de la transition, est-ce que vous avez pensé aux conséquences de cette décision pour vos concitoyens? Vous savez, dans ce combat, lorsqu'on faisait le choix du combat de libérer le Mali de la France et de ses sous-préfets, on savait que ça va être difficile et compliqué. On l'assume. Le choix de l'AES est un choix honorable que nous assumons. La CEDEAO, on l'a dit en son temps que ce n'est pas une CEDEAO des peuples, c'est devenu une caisse de résonance de Macron et ceux qui ont précédé Macron et ceux qui vont suivre Macron. Et ce n'est ni plus ni moins qu'un syndicat des chefs d'État. On le dit et aujourd'hui c'est toute l'Afrique qui le dit. Nous sommes en train de mettre en place une communauté des peuples et c'est ça l'AES. Et c'est sans regret. Et nous allons avancer sur ça et elle donne déjà des résultats honorables. Déjà sur le plan sécuritaire qui a été la raison principale de sa création, elle donne des résultats honorables.
Et sur le plan économique, des jalons sont en train d'être posés pour avancer. Donc, il n'y a pas de regret possible. Ce n'est pas possible. Ce choix n'est pas sans conséquences. Est-ce que vous avez pensé aux conséquences pour vos concitoyens? C'est ça ma question. De quelles conséquences vous parlez? Il n'y aura pas plus de conséquences pour l'AES que pour la CEDEAO. Au contraire, la CEDEAO, ce qui en reste, va en souffrir davantage plus que l'AES. C'est ça la vraie réalité. L'AES, vous avez vu l'espace, vous avez vu la population, vous savez ce que c'est? Non, comme vous avez dit, que c'est une confédération des peuples. Oui. Ça ne se juge pas à l'aune de la souffrance de la CEDEAO, mais à l'aune de la souffrance de vos populations. Ça, c'est d'un de deux. Comment est-ce que vous pouvez prétendre qu'une organisation est une organisation des peuples quand elle a été choisie par des gens qui ne sont pas le choix des peuples? Comment est-ce que vous pouvez défendre ça? Vous savez, je crois qu'on s'est mis dans une camisole. Malheureusement, nos cadres ne sortent pas dans ce formatage. Qu'est-ce que vous appelez choix d'un peuple? Lorsque vous avez 4 millions de Maliens synchronisés le même jour pour soutenir un système, vous avez plus légitime que ça? Synchroniser quoi? 4 millions dans la rue, 4 millions de Maliens dans la rue. En synchronisation de toutes les régions. Vous voulez parler 14 janvier. Vous voulez parler du 14 janvier Alors, de moi. mais ça, vous ne savez pas que c'est grand? C'est ce qui est devenu maintenant le. Mais ça peut être réédité même demain. Ah oui, comme quoi? Dans les Comme expression de la légitimité des pouvoirs de l'AES. C'est cette façon aujourd'hui d'exprimer les suffrages? Mais la légitimité, c'est pour le peuple. Après Dieu, la souveraineté appartient au peuple. Mais le peuple, comment les peuples peuvent s'exprimer de cette façon? Non. Si vous voulez faire allusion à la démocratie, on n'était pas dans une démocratie. On était dans un cinéma géré par la France, la France-Afrique. C'est maintenant que nous sommes en train de bâtir une vraie démocratie. Et ça, c'est la démocratie? À travers des instruments. Les mobilisations de rue, ça se juge. Ça se juge, la légitimité populaire maintenant se juge. La légitimité. Je crois que vous m'avez compris. Non, je vous ai compris. Mais vous ne pouvez pas quand même défendre, monsieur Agmohamedou, que la légitimité, désormais, il y a une nouvelle forme de démocratie selon laquelle la légitimité se joue par les mobilisations dans les rues. Vous savez, si vous que c'est ça la principale référence? L'histoire du monde. Allez-y. On parle des chartes. Vous savez, la charte. Ça, c'est d'un de deux. Monsieur le Président, si vous permettez, monsieur le Président, il faut qu'on gagne un peu de temps en ajoutant que les gens en sortant dans les rues le 14 janvier n'ont pas demandé de quitter la CEDEAO. Ils n'ont pas demandé de mettre en péril la libre circulation. Je crois que vous dormez. La libre circulation des personnes et des biens. Ça, c'est d'un. Non, s'il vous plaît. Allez-y dans Google. Il a dit. Mettez 14 janvier et regardez les pancartes. Il vous a dit de prendre en compte les souffrances des populations. Aujourd'hui, nous apprenons que les représentants, les Maliens résidents qui sont au nombre de 4 millions en Côte d'Ivoire, sont en train de se mobiliser contre ce choix-là. Qu'est-ce que vous leur dites à ces Maliens-là qui sentent que le péril est en train d'arriver avec ce choix que eux ils n'ont pas choisi? Ils sont quand même des Maliens qui ont droit au choix et ils sont en train de contester. D'accord, il va aussi répondre. Ils sont en train de contester le choix. Vous savez, le Mali porte le souci de tous les Maliens, où qu'ils soient. Mais en parlant de Côte d'Ivoire, déjà, je crois que ça vous dit beaucoup de choses. Je ne suis pas sûr que les Maliens se sont mobilisés en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de le faire. Non, je ne suis pas sûr que... Non, je ne suis pas sûr que les vrais Maliens vont se mobiliser en Côte d'Ivoire ou ailleurs aujourd'hui contre ce qui se passe. Pourtant, ils ont des raisons. Non, vous savez pourquoi? Non, ils ont des raisons. Ils ont des raisons objectives. Les raisons objectives, c'est que ça peut entraîner des paiements de cartes de séjour pour chaque Malien là-bas si on appliquait vraiment avec la rigueur, sans le contexte de la CEDEAO, les règles de... Et vous pensez que l'AES n'est pas en mesure d'appliquer ces mêmes choses? Mais les autres, la Côte d'Ivoire n'a pas autant de résidents ici. Comment vous allez le faire? Vous savez, la Côte d'Ivoire n'a rien du tout. Elle prend tout du Mali. Allez-y, Diarra. Je veux revenir. L'apologie de nos opposants et des systèmes corrompus que la France fait travailler. Est-ce que tu vois? Déjà, en parlant de Côte d'Ivoire, vous êtes sorti complètement du sujet. Parce que c'est comme si vous me parlez. C'est pas nous qui avons parlé. de France. Mais ce sont les Maliens de là-bas qui le disent. Moi, je veux revenir. On va laisser la chance à Diarra de poser une question. Vous êtes membre. Oui, monsieur Diarra. Parce qu'en parlant de la résilience des Maliens, voyons que maintenant, 1 an que nous sommes confrontés à la crise énergétique avec le délestage et ses conséquences. Et en tant que représentant de la nation, même si vous n'êtes pas élu parce que vous faites partie d'un organe législatif,
vous n'avez même pas daigné interpeller le ministre pour expliquer aux Maliens ce qui ne va pas. Est-ce que vous n'avez pas failli à votre devoir parce que tout simplement vous voulez soutenir des gens qui vous ont nommé? Pour moi, il n'y a même pas de raison d'interpeller les ministres. Les ministres, on l'a mis dans des problèmes. On lui a dit, il y a un problème qu'on a trouvé, il faut chercher à les gérer. Et le problème est en train d'être géré. Le chef de l'État lui-même a posé des actes. Le ministre a engagé beaucoup de partenaires pour résoudre ce problème. Et les Maliens, par la grâce de Dieu, les vrais Maliens qui soutiennent que le Mali et son indépendance sont restés résilients même demain en attendant les résultats de ces accords-là. C'est ça le combat que nous menons. Comme je dis, c'est vous ça. Vous nous demandez d'être résilient, et toujours dans la même dynamique. Mais vous demandez aux soldats maliens, écoutez-moi, vous demandez aux soldats maliens d'aller mourir en combattant les terroristes pour libérer le Mali. Vous n'êtes pas capable d'accepter un sévrage. Mais vous nous demandez d'être résilient. Sans électricité pour libérer votre pays. Au même moment, vous légalisez en tout cas des avantages au CNT. La loi a été votée en catimini, même si ça a été par la Constitution, par la Cour constitutionnelle. Vous savez, maintenant que ce texte est déjà passé à la Cour constitutionnelle, vous savez, quand le texte n'était pas passé, je me suis réservé de ne jamais parler de ça. Parce que pour moi, c'était un faux débat. Le CNT devrait même être félicité. Ah bon? Parce que nous avons régularisé une situation qui fonctionnait même sous le système d'Abdramal. Jusqu'à la fin du mandat, pour lesquels certains sont en prison. Donc il faut remercier le CNT d'avoir créé un cadre légal. D'accord. Honorable, nous savons que vous êtes le président de la commission développement rural. Comment se porte la campagne agricole au Mali aujourd'hui? Bon, vous savez, on a tous observé les retards dans la pluviométrie. Okay. Mais l'état physique au niveau des sols et des cultures se présente bien. Mais le dernier jugement, c'est au moment de récolte. Pour l'instant, il n'y a pas de danger. Ça se poursuit très bien. Sauf que votre assurance est contrariée par l'actualité. Hein? On parle déjà de Pesticide au Mali, finalement. Bon, vous savez, c'est des choses qui arrivent dans la gestion des pesticides, des engrais. Mais comme je l'ai dit, sur ce sujet, je préfère ne pas m'aligner avec les réseaux sociaux qui racontent par-ci par-là beaucoup de choses. Mais tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, il a été dit, moi je n'ai aucune preuve pour cela, qu'il y a des pesticides qui ne sont pas réglementés. Il ne m'appartient pas d'affirmer ça ici parce que je n'ai aucune preuve sur cela. Mais ce qui est sûr, si c'est le cas, c'est là rectifié et c'est corrigé. Je m'attendais plutôt à ceux qui me disent qu'en tant qu'organe législatif de transition, auquel certaines prérogatives sont dévolues, qui me disent qu'il va jouer de tout son pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale pour en savoir mieux. Vous lui dites, mais qu'est-ce que vous faites de ces attributs-là? Je crois qu'à chaque année, courant fin septembre, octobre, ce contrôle est régulièrement, en tout cas en ce qui concerne le terrain, est régulièrement exécuté. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau des missions de contrôle, mais c'est en pleine planification. Mais pour un problème aussi grave, vous attendez encore septembre, alors que ça peut avoir des conséquences. Ça pourrait avoir des conséquences. Vous ne pensez pas qu'il faut lever les équivoques pour sauver des vies? Si ça existe réellement comme problème. Vous savez, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une course. Même les problèmes les plus graves se planifient. Draman, il faut le comprendre. Même les problèmes les plus graves se planifient pour être bien traités. Et je ne pense pas qu'il y a fait à la maison. Parce que je ne pense pas qu'il y a fait à la maison. Tout se passe très bien, la campagne se déroule très bien. Et de mon point de vue, les éleveurs ne se plaignent pas de grandes choses. D'accord. Moi, je voudrais toujours parler de politique. Les agriculteurs aussi. Il est le président de AREMA. L'Alliance pour la refondation du Mali. L'Alliance pour la refondation qui est née peut-être d'un divorce, je ne sais pas, avec Korema, n'est-ce pas? Vous avez vu
avec d'autres acteurs, des politiques, des associations, signé des protocoles d'accord politiques. Aujourd'hui, vous étiez dans une dynamique de préparer quelque chose. Est-ce pour préparer la candidature du président Assimi? Ça n'est jamais caché. Et si c'est le cas, avec qui vous comptez et comment vous comptez le faire? La question m'est adressée ou bien elle est adressée à Draman qui À répond vous, déjà. parce que c'est vous qui êtes Bien, merci. l'invité du jour. En fait, comme je l'ai dit, le président Assimi Goïta est un citoyen comme tous les Maliens. Il a le droit de se présenter, il a le droit d'être élu président. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'Alliance pour la refondation du Mali, nous sommes peut-être parmi ceux-là qui pensent que ces résultats sont positifs. Et je ne vais pas me limiter à l'AREMA. Le dialogue intermalien a tranché déjà la question. Les Maliens lui ont demandé à travers le dialogue de se présenter. Donc en réalité, il est déjà le candidat du peuple. Maintenant, le reste, il suffit seulement qu'il accepte. Il est déjà le candidat du peuple. Et au moment venu, les partis politiques dont la vocation est de concourir à l'expression de suffrage et puis gérer le pays. Allez-y, vous allez-y. s'exprimer en ce moment. Monsieur Haïdara, Donc à ce stade, voilà les éléments de réponse que je peux ouais, vous avez développé un concept Oui. que vous essayez de vendre. Assimisme. Assimisme. Tout à Qu'est-ce fait. que ça veut dire? Il y a ce populisme, concept. quand même. Non, Ouais, moi, c'est- moi, je qu'est-ce voudrais que ça veut que surtout qu'on demande si c'est encore vendable avec tous les problèmes que nous rencontrons ici au Mali, ce assimisme-là. Moi, je Si crois c'est- que l'assimisme est déjà vendu. Hein. Moi, Si j'ai c'est- ici des Centrafricains ici. Vous avez déjà l'ACS qui a pris, l'AES qui a pris son envol. Les Centrafricains, ce n'est pas eux qui votent ici au Mali, Non, ce sont non, les je Maliens te- qui je votent. te Quand on dis, parle que c'est c'est pour les Attends, vous il dire va que- quand même c'est pour répondre à la vous dire que question. l'assimisme, c'est une Ouais. doctrine panafricaine. Il ne faut pas se fermer, se cloisonner seulement ici. L'assimisme, c'est une doctrine, c'est une vision. Vous savez, j'ai l'habitude de prendre l'exemple un peu sur les deux grandes doctrines qui ont géré ce monde et qui ont détruit une partie de ce monde. La doctrine Truman et puis la doctrine Jdanov. Jdanov. Ouais. Les deux doctrines, c'est elles qui ont géré ce monde. Et elles ont interdit aux autres pays, aux autres mondes de disposer de doctrines. Et c'est pourquoi d'ailleurs, à chaque fois qu'un leader africain, fils Sankara, fils Kadhafi, fils un autre a émergé, il a été assassiné. Parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir une doctrine. On n'avait pas le droit d'avoir une vision. Nous devons recevoir des injections, des dictats à exécuter. Et ce qui est grave, c'est que ce n'est pas seulement qu'ils ont été assassinés, à chaque fois ils ont été enterrés avec leur vision. Alors, au niveau du Malikoura, puisque nous avons eu la chance au Mali, que ceux-ci n'ont pas eu, c'est le soulèvement populaire. C'est le peuple qui a demandé le changement. Donc il faut développer une vision pour les générations futures, pour le long terme. Et c'est ça l'assimisme. Il faut sortir du complexe. Mais Hitler n'est pas plus important qu'Assimi. Lénine n'est pas plus important qu'Assimi. Mao Tse-tung n'est plus. Tous ceux-ci ont donné des noms à des doctrines. Alors pourquoi nous Africains, on est dans le complexe de ne pas baptiser une vision aussi salutaire et soutenue par les peuples Peut-être il africains? faut écrire un livre. vous tout- permettez- d'abord, vous d'abord- déjà, faut on d'abord a théoriser déjà- tout Faut ça. d'abord Allez-y. l'élaborer, Vous avez- conceptualiser. Je vous invite. Conceptualiser et écrire Je pour viens. qu'on puisse Dans vraiment cette doctrine, savoir vous que dites- ça je existe. viens. Ah, allez-y, Cette allez-y, doctrine- il termine, Et allez-y. cette doctrine, pour la petite sœur, elle est déjà constitutionnalisée à travers les trois principes. Toute la doctrine est partie de là et va de là. Les trois principes qui sont panafricains. Pour un État, en tout cas, qui veut se libérer de tous ceux qui ont dominé. Constitutionnaliser, c'est-à-dire L'article 34 de la Constitution parle des trois principes qui fondent l'assimisme et qui est une doctrine Et ça panafricaine. s'appelle là-bas dans l'article Mais 33 quand assimisme. vous dites que Assimi, Ça c'est s'appelle la, assimisme la Faites Constitution. de l'extrapolation. Assimi, Allez-y. c'est la vision de 20 millions de personnes. Mais quel est votre baromètre de mesure? Les baromètres de mesure. Il a c'est- parlé du 14 les janvier. quand même. les baromètres Non, de mais mesure. 20 millions, Non. la vision de 20 millions de Maliens. Oui, C'est tout ce à que fait, vous dites. tout à fait. Je maintiens cela. Je maintiens cela parce qu'une doctrine, par exemple, nous, on dit de l'AREMA que c'est un parti de masse populaire. Carrément, c'est des mouvements spontanés, hein, Non, c'est un parti politique légalement constitué. constitués de mouvements spontanés. Non, un parti politique légalement constitué avec tous les textes. Donc, je ne sais pas à quel baromètre vous demandez. Aujourd'hui, c'est tous les Maliens, dans leur majorité écrasante, qui soutiennent cette vision. Et cette vision, c'est ça la doctrine.
Allez-y, Oui, Keita. en fait, moi je voudrais, vous savez, la levée de la suspension des activités des partis politiques a inspiré à l'EJ une première rencontre avec les partis politiques Tout à fait. et que l'EJ se situe déjà dans une logique d'organisation des élections. Ils disent que tout est fin prêt et que rien n'empêche désormais l'organisation des élections. Est-ce que vous partagez cet avis, vous qu'on a souvent entendu dire que les pays ne doivent pas penser à des élections pendant que il est ceci, cela, vous venez de le répéter, pendant que des soldats sont au front en train de chercher à ramener la sécurité au-delà, ce n'est pas le moment de penser à des élections. On vous a souvent entendu dire ça, alors que l'EJ se dit prêt. Peut-être maintenant c'est le moment, certainement. Non, il faut qu'il nous l'explique. Quels sont les indices qui font que ce n'est plus la même chose qu'hier? Vous savez, les actes parlent d'eux-mêmes pour quelqu'un qui a un bon jugement, sans passion et avec beaucoup d'objectivité. Les derniers conseils des ministres, vous avez vu la panoplie des textes qui ont passé au conseil des ministres. Il faut les regarder. Votre propre jugement vous permettra de savoir si est-ce qu'on peut aller aux élections sans ces textes-là. Nous venons d'adopter, de voter une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution, dans plusieurs de ses articles, touche beaucoup d'institutions de la République, y compris même le nombre des membres de certaines institutions. Elle touche même à la loi électorale. Donc l'État est en train de travailler dans les laboratoires avec ses experts et ses ingénieurs en la matière, ces textes-là qui viennent d'être adoptés en Conseil des ministres. Donc j'ai dit, les faits parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, ce ne sont pas ces raisons que vous évoquez hier. Mais le problème, vous c'est quoi? Vous évoquez d'autres raisons différentes de ces règlements. Il faut voir les fils conducteurs. Oui, mais de ces choses réglementaires-là, de ces conditions réglementaires. Pourtant, ça a été, ce n'est pas de ça. Ça a été dit toujours comme ça. Ça a été toujours dit comme ça. Même l'EJ dont vous évoquez tout à l'heure, vous dites qu'ils disent qu'ils sont prêts. Ils ont dit mais. Je n'étais pas à la réunion, mais j'étais représenté. Ils ont dit mais. Il y a des instruments qui sont en train d'être élaborés au niveau du département de l'administration territoriale. Surtout que le fichier électoral n'était pas totalement prêt aussi. Voilà. C'est tout ce qu'ils avaient dit. Là, c'est ce qu'ils avaient dit. Heureusement, et même les autorités. Hein? Non. C'est ce que l'EJ avait dit au départ. C'est comme ça qu'ils avaient dit. C'est avec ça qu'ils avaient justifié le léger report en son temps. De toutes les façons. Entre-temps, le fichier. Mais de toutes les façons, ce n'est pas les raisons lui évoquées. Les raisons évoquées en son temps, ce n'était pas ceci. Ce n'était pas Diarra, pour votre dernière question. Autre chose. Posez votre dernière question, Diarra. Les raisons sécuritaires, vous avez les raisons sécuritaires avec le fait que le pays. Ici, les préoccupations sont autre chose que. Là, c'est que vous avez. Ça a été toujours évoqué avec les raisons techniques et les raisons sécuritaires. D'accord. Ça a été toujours évoqué comme ça. Oui, les raisons techniques et les raisons sécuritaires. Aujourd'hui, c'est assez plus visible. Vous savez, il y a une chose qu'il faut se poser comme question. Si seulement l'objectif était de faire les élections et de faire passer Assimi Goïta, on n'a pas besoin de tout ça là. Vous avez les moyens de faire ça. Il se présente demain seulement dans le système hérité de la France là. Il passe haut les mains. Allez-y. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Il ne s'agit pas d'organiser des élections avec pour des élections. Partis. On vous a vu avec d'autres partis prendre acte quand il y a eu le léger report. Du léger report, on se retrouve dans une autre situation. Et vous n'avez pas pipé un mot. Vous n'avez pas pipé un mot depuis. Oui. Pourquoi on ne devait pas? On ne devait pas parce que tout simplement nous soutenons les raisons pour lesquelles il y a eu et le léger rapport et ce que vous appelez un autre report. Nous soutenons et nous sommes d'accord avec ces raisons-là. Keita, pour la dernière question de l'émission, allez-y. La dernière question de l'émission, j'aurais pu le poser depuis le départ avec les autres questions. Où en êtes-vous avec les sanctions dont vous êtes l'objet à l'international? Des Nations Unies, hein? Nations Unies, oui. Les sanctions des Nations Unies, elles ont été levées grâce à mon pays qui est devenu désormais souverain et qui a des bons amis qui portent avec lui le souci du Mali. La Russie? La Russie et la Chine. Et c'est ça l'avantage de la souveraineté. Donc elles ont été levées, pas à cause de la France qui a voulu les maintenir, ni les Américains, mais à cause de mon pays désormais souverain et de ses vrais amis, la Chine et la Russie. Pour rappel, qu'est-ce qu'on vous reprochait? Et je ne suis pas le seul, il y a 5 autres Maliens. Oui, non, en son temps, ils avaient dit... vous étiez déstabilisé l'accord. Ils disaient blocage du processus. D'accord. Tout simplement. Et avec des accusations très graves. Parce qu'on accusait à l'époque, son chef d'état-major, un certain Al-Kassoum Aboulaye, d'avoir participé
même une embuscade ou une attaque des positions maliennes qui ont entraîné jusqu'à 19 morts. C'est selon les rapports. De toute façon, ils ont mis beaucoup de sur les rapports à l'époque. Ils ont mis beaucoup de conneries là-dedans. On n'a pas besoin de se justifier. On n'a pas besoin de se justifier. Et ce qu'il faut relever, c'est qu'après moi, ils avaient. Et ces équivoques-là n'ont pas été levés malgré la suspension de l'accord. Mais parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et après moi, ils ont voulu ajouter à la liste des sanctions des officiers valeureux de notre pays. Heureusement que le système France-Afrique s'est écroulé. Sinon, ils allaient mettre à genoux et sous leurs genoux tous ceux qui étaient patriotes et qui défendaient les Mali. Et qu'il faut ce chef d'état-major, qu'est-ce qu'il est devenu? Il va très bien, il est là. Honorable, nous sommes malheureusement à la fin de ce débat. Le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Abdraman, nous sommes dans la chambre. Bon, je vous l'ai dit au départ, on ne peut pas lui reprocher de ne pas s'assumer. Il est resté le même par rapport à ses positions. Le même soutien aux autorités. Et je suis tenté vraiment, quelque part, de lui reconnaître cette constance, au moins. Sauf que je trouve aussi, Monsieur le Président, qu'il s'agit d'une constance un peu dangereuse, parce que c'est une constance qui penche qui verse jusque dans le culte de la personnalité. Est-ce que dans ce pays, nous avons besoin de culte de la personnalité qui fait que les idées d'un tel sont même constitutionnalisées, figurent même dans des articles d'une constitution? Nous sommes quand même, somme toute, jusqu'à preuve du contraire, un pays de neutralité de la constitution et non pas de personnalisation des constitutions. Et en écoutant notre invité d'aujourd'hui, on a comme l'impression, Monsieur le Président, qu'il soutient d'abord les situations et ensuite il va chercher les arguments. Alors que ce sont les arguments qui devraient normalement précéder les soutiens. Qu'à cela ne tienne, je pense que la constance doit quand même prendre le dessus sur tous ces défauts-là. Et je vous demande, au lieu de le condamner, de lui accorder un sursis. Diarra? Bon, je n'en dirai pas plus, puisque en lui, je trouve un homme fidèle, constant dans ses choix, qu'il assume, et jusque souvent à adopter des positions qui, je dirais comme Abdraman, qui frisent le culte de la personne. Et je l'ai vu depuis 2012 jusqu'à présent s'engager pour la patrie. Et on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'aimer son pays et de se battre pour la survie de son pays, pour la cause de son pays. Donc, en patriote, parce qu'il est patriote, je vous demande humblement de l'acquitter, rien que parce que ceci plaît dans sa faveur. Dans vos réquisitoires, j'ai noté plusieurs mots: patriote, assumé, constant. Il me plaît de m'appuyer sur ces compléments pour libérer pleinement et simplement l'accusé des liens de l'accusation. Par conséquent, l'honorable Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun est acquitté. Un dernier mot? Bon, sauf que dans les propos de mon ami Abdraman, j'aurais dû aimer que ce soit dans les débats. Il n'y a pas de culte de personnalité. Ça me rappelle un peu ce que disaient certains opposants à la politique de Poutine, des Occidentaux et Américains. En son temps, ils disaient que les Russes étaient dans le culte de la personnalité s'agissant de Poutine. Pourtant, aujourd'hui, Poutine fait la fierté de toute la Fédération de Russie. Et c'est le cas de tous les grands héros. Et les trois principes constitutionnalisés, bien qu'énoncés par notre président Assimi Goïta, c'est des principes que nous avons aussi énoncés en tant que peuple. Parce que le président est à l'écoute du peuple. Le président a dit ce que le peuple a dit. D'accord. Donc ce n'est pas un culte de personnalité. Pour le reste, vraiment, je suis très content du débat. Comme d'habitude, je l'ai dit, il a été très franc. Et je suis content aussi de découvrir Diarra. Ça s'est bien passé.
dans l'ensemble. Votre ami, J'espère que... votre ami. Ouais, mon ami, il est comme toujours. Mais il m'a étiqueté. Il n'a pas changé. Hein. Il m'a étiqueté. Il m'a étiqueté. Il a dit. C'était sa stratégie de La défense. seule chose, c'est la critique par laquelle j'ai commencé. Oui. Généralement, quand on vous dit que vous êtes invité au grand jury pour tel thème, de 80% c'est autre chose. Pour ça, il faut corriger ça. Parce que quand on vient, on se prépare pour les thèmes qu'on nous a dit. En tout cas, nous avons été très heureux de vous recevoir dans ce grand jury. Notre invité était donc l'honorable Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, président, de venir s'exprimer, oui, justement, tout le monde qui a le courage de président venir de l'Alliance pour la refondation du Mali, membre du CNT. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la région de Kidal, notamment vers Tezawaten. Au revoir.